municipal. Alors quand je dis qu'ils sont cohérents, c'est qu'ils ne peuvent pas en même temps, et c'est pourtant le cas, se plaindre d'une immigration massive et tourner leur vote vers ceux qui ont participé à cette immigration massive. L'UMP et le PS ont dans ce domaine une responsabilité qui est tout à fait copartagée, et les difficultés de Metz aujourd'hui sont devenues en fait la plaque tournante des demandeurs d'asile, dont une grande partie sont des faux demandeurs d'asile, parce que quand ils viennent par exemple du Kosovo, on ne peut pas dire que ce sont des demandeurs d'asile, il faut être cohérent là aussi. On ne peut pas en même temps prévoir l'entrée du Kosovo dans l'Union européenne et bien nous expliquer que c'est un pays dans lequel le gouvernement persécute des nationaux. Ça n'a absolument aucun sens. On voit bien que c'est donc une nouvelle filière d'immigration qui a été constituée au travers de cette demande d'asile, ce qui commence à peser très lourdement sur la situation d'un certain nombre de communes. L'arrivée massive de ces demandeurs d'asile oblige à des logements dans des centres d'accueil d'urgence, qui sont évidemment très vite saturés, puis on réquisitionne des appartements, et alors là, la dernière nouvelle, et pas la moindre, et pas la moins inquiétante, c'est cette décision de la Cour de justice qui oblige les États, lorsqu'il n'y a plus de place dans les centres d'accueil, à verser des aides financières aux demandeurs d'asile qui soient suffisantes pour leur permettre de pouvoir se loger dans le privé. Bon, on marche sur la tête quand de plus en plus de Français n'arrivent plus à payer eux-mêmes leur loyer, vivent dans des difficultés inouïes, ont vu les impôts augmenter au point, pour certains d'entre eux, de ne pas pouvoir les payer. Lorsque les personnes âgées se retrouvent démunies avec toute une série de décisions qui ont été prises tant par Sarkozy que par Hollande et qui visent à effondrer leur pouvoir d'achat. J'adresse d'ailleurs aujourd'hui une lettre à la ministre chargée des personnes âgées pour attirer son attention sur la détresse que vivent des centaines de milliers, voire même des millions de nos personnes âgées aujourd'hui à cause des décisions qui sont prises. Dans la dernière, vous savez, le report de 6 mois au 1er octobre de la revalorisation des pensions de base et le gel de l'augmentation des retraites complémentaires du privé. Lorsque l'on sait également que l'Union européenne a avoué, même pas à mi-mot, bon, ça n'a pas fait beaucoup de vagues dans la presse nationale, il faut croire que ça n'intéresse personne, que 48%, que l'immigration clandestine a augmenté de 48% dans l'Union européenne l'année dernière, 48% d'augmentation, eh bien, on voit bien que ceux qui nous gouvernent n'ont absolument aucune conscience des problèmes et aucune solution pour les résoudre. Alors c'est vrai au niveau national, c'est vrai aussi au niveau municipal, car c'est la même politique. Il faut arrêter de penser qu'il y a une spécificité locale qui ferait que les mêmes qui défendent l'immigration lorsqu'ils sont à Paris voudraient lutter contre quand ils sont à Metz, ou les mêmes qui votent l'augmentation des impôts quand ils sont à Paris voudraient, par l'opération du Saint-Esprit, baisser les impôts quand ils sont à Metz. D'ailleurs, on voit bien que les arguments tenus par le maire de Metz ne tiennent pas la route, car il ne cesse de dire qu'il n'a pas augmenté les impôts. Ben oui, il a utilisé la vieille technique socialiste qu'on connaît bien, qui consiste à augmenter 26% les impôts le lendemain de son élection, pour après dire « Ah ben vous voyez, je ne les ai pas augmentés ». Et puis au passage de se servir de la communauté d'agglomération, quelle que soit sa forme d'ailleurs, pour transférer un maximum de l'endettement sur cette communauté d'agglomération. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est toujours le même à la fin qui signe le chèque. C'est quand même le contribuable, et notamment le contribuable local. C'est ainsi que, à regarder de plus près, l'explosion de l'endettement de Metz Métropole n'est peut-être pas un hasard. Et là aussi, coproduction UMP, PS, UDI, puisqu'on s'est partagé les rôles. Là, c'est pas plus sympa comme ça. Allez, un président UDI, un premier vice-président PS, un deuxième vice-président UMP. Donc tout ça, ça les rend co-responsables de la situation de l'augmentation des impôts, ça les rend co-responsables par définition aussi du taux, du niveau de chômage dans la commune, car il y a un lien, je suis navré de le dire, entre la multiplication des taxes et des impôts et le chômage, c'est une évidence.
notamment lorsque l'on écoute les commerçants qui, en centre-ville, sont totalement abandonnés, pour lesquels rien n'est fait pour leur permettre soit de vivre ou de survivre dans de bonnes conditions, soit même de développer le commerce, alors que le Front National considère pardon, que le petit commerce est absolument essentiel à la survie et au développement d'une ville. Que Metz ait perdu, je crois, 4000 habitants n'est peut-être pas non plus totalement un hasard si on ne fait pas les efforts nécessaires pour que la ville de Metz soit attractive, soit vivante, soit aussi un espace de vitalité économique. Alors, ça n'est pas le choix fait par le maire, hein. Lui il est fasciné par M. Delanoë, donc c'est la boboisation de Metz, manifestement, hein, avec des centres gigantesques, des projets qui sont complètement surdimensionnés, et tout ça coûte très cher, hein. Je crois que, d'après ce que je sais, centre Pompidou, le centre Pompidou de Metz, c'est 10 millions d'euros de fonctionnement par an, c'est quand même pas rien. Ben, ça n'empêche pas, hein, il continue à promettre ou à envisager des projets plus pharaoniques les uns que les autres. Mais on a quand même le sentiment que ces gens n'ont pas pris conscience de ce qu'est la crise. Pour eux, c'est un mot comme ça. Bon, tiens, on va dire crise, ça fait bien quand on est sur les plateaux de télévision. Oh là là, c'est la crise. Oui, mais la crise, c'est une réalité. Je veux dire, et il faut en tenir compte. Et gérer un bon père de famille, bon, je sais que c'est un terme, ils ne savaient tellement pas ce que ça voulait dire qu'ils l'ont rayé du code civil. Vous voyez, bon. Pourtant, la gestion de bon père de famille, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire adapter ses moyens, ses dépenses au contexte, à la situation économique. Et la situation économique, on n'en tient manifestement pas compte, puisqu'on ne change pas d'une virgule, on ne change pas d'un iota les grands projets pharaoniques qui sont prévus. On peut aussi dire, ben voilà, la situation de crise est terrible, les habitants ont du mal, ils sont écrasés d'impôts, ils ont du mal à payer et à boucler leur budget, alors il faut en tenir compte, alors il faut peut-être reporter un certain nombre de projets, alors il faut faire en sorte que l'argent soit respecté parce qu'il a été durement gagné et durement versé. Ça mérite aussi de changer la politique de subventionnement. Alors évidemment qu'ils ne le feront pas, ni les uns ni les autres d'ailleurs, ne nous cachons pas les yeux, car l'UMP et le PS mènent exactement la même politique depuis des années. Pourquoi ils ne toucheront pas au clientélisme et au subventionnement des associations diverses et variées? Pour une raison simple, c'est que c'est leur clientèle. Voilà. Et donc eux, le seul moyen de faire des économies pour eux, c'est d'augmenter les impôts. Ou alors d'augmenter l'endettement. Ils ne peuvent pas faire d'économies, puisque faire des économies reviendrait en réalité à faire des économies sur leur clientèle. C'est pour ça qu'il faut des nouveaux élus. C'est pour ça qu'il faut élire des gens qui ne sont pas enfermés dans ce clientélisme, qui n'ont pas donc de dépendance électorale à ces clients et qui vont pouvoir revoir l'ensemble des subventions en tenant compte d'un certain nombre de choses que nous voyons dans les conseils régionaux d'ailleurs aussi. Hein. Pas de subvention Vaugras. Et Vaugras, c'est les associations, elles sont pleines d'argent, mais elles en demandent toujours, quand même, c'est par principe, quoi. Pas de subvention aux coquilles vides. La coquille vide, c'est l'association où il n'y a pas d'adhérents. Donc en général, le président d'association est un copain du maire, et la secrétaire générale, c'est sa femme, et la trésorière, c'est sa belle-sœur. Voilà, bon. Et ça vient chaque année. Alors petit à petit, toutes ces petites rivières, ça fait évidemment des gros fleuves d'argent qui se déversent, alors qu'ils devraient servir à d'autres priorités, et notamment à répondre aux préoccupations essentielles des habitants, qu'elles pourraient permettre d'ailleurs aussi à d'autres associations qui n'ont pas l'heure de plaire au pouvoir municipal, qui, elles, apportent un véritable bien-être, un véritable intérêt pour l'ensemble de la ville et qui, elles, n'ont pas le droit aux subventions. Il en est de même, si vous voulez, les associations communautaristes, on les connaît, elles sont la base du clientélisme municipal, il faut rompre avec ces méthodes-là. Ce sont des méthodes qui sont, à mon avis, très critiquables sur le plan de l'éthique et sur le plan de la morale. De la même manière, je ne terminerai pas, avant de répondre à vos questions, mon intervention, sans vous dire que je suis évidemment
voilà, très opposés, ainsi que le Front National, à cette mosquée qui est financée avec l'argent public, quoi qu'on dise, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Hein, bon. C'est financé par l'argent public. Et j'aimerais attirer l'attention des électeurs sur le grand acte de courage de l'UMP qui n'a pas participé au vote. Ça, c'est le maximum du courage dont ils sont capables. Le NPPV. Voilà, c'est Verdun. Je crois que ça démontre encore une fois que l'UMP, il n'y a plus rien à en attendre. La réalité, c'est que c'est pousse-toi de là que je m'y mette pour mener la même politique que toi. Voilà, c'est ça. Le débat avec le PS se limite à ça, et vice-versa d'ailleurs, dans les villes qui sont tenues par l'UMP et que le PS espère gagner. Alors moi, je crois que les électeurs, ils ont envie vraiment d'autre chose. Ils ont vraiment envie d'un changement radical d'orientation. Ils ont vraiment envie qu'on remette à plat la politique municipale. Et pour ça, il n'y a que, encore une fois, des élus qui ne sont pas tenus, contraints, qui n'ont pas négocié telle chose contre telle autre, ce qui se passe à la communauté d'agglo, et qui finit par être une multitude de chaînes qui enferment l'UMPS ensemble dans un mariage dont on nous explique pendant la période électorale que c'est un mariage forcé, mais dans lequel en réalité ils se trouvent très confortables, et les uns et les autres. Bon. C'est assez facile cette cohabitation entre l'UMP et le PS quand on sait que les grandes orientations politiques qui sont les leurs sont strictement les mêmes. On verra d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, cette collusion, cette proximité, on la retrouvera dans l'élection qui suivra, à savoir l'élection européenne, qui a évidemment un lien fort avec les municipales, hein, car ce sont en grande partie les conséquences des décisions européennes soutenues par l'UMP et le PS qui sont gérées dans les communes. Hein, la commune, c'est le dernier endroit où on gère les erreurs qui sont commises par le gouvernement national, et notamment dans sa construction de l'Union européenne, ouverture totale des frontières, directive détachement des travailleurs, etc. etc. Tout ça, ça a bien sûr des conséquences dans ce que j'appelle la vraie vie. Voilà, la vraie vie. Alors nous sommes le parti de la vraie vie, qui, évidemment, voulons défendre les vraies préoccupations des habitants, et non pas les fantasmes, les délires ou les utopies des uns ou des autres. Voilà un petit peu ces axes qui sont ceux de la campagne municipale. Alors c'est vrai que moi je suis confiante et je suis absolument convaincu qu'Amès, le Front National et notamment Françoise et Thierry vont largement dépasser le score qui a été celui de la présidentielle sur la ville. Voilà. Vous avez l'air dubitatif sur le sondage, c'est vrai que c'est 11 points paraissent faibles. Je suis extrêmement dubitatif, oui. Est-ce que de côté du Front National, il y a eu des sondages, des études qui ont été menées sur Metz? Non, on ne paye pas de sondage, hein. Franchement, on a tout à faire. En plus, on a tous ceux des autres, il y en a 3 par jour, donc non, on n'a pas de sondage. Non, 11, ça me paraît. Non, mais moi j'aimerais proposer, allez, on va lancer un petit défi sympathique à cet institut de sondage. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'ils versent 10 000 € par point d'erreur au restaurant du cœur. Je suis pas sûr qu'il relève le défi, hein. mais bon, voilà. Donc non, je crois que c'est pas sérieux. Encore une fois, on voit bien qu'il y a une très forte dynamique nationale. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, vous verrez, il y aura des rectifications de sondages. Parce qu'en général, la dernière semaine, les sondages, ils ont un peu peur de se faire prendre par la patrouille. Donc, ils remontent brutalement les sondages. Non, j'ai pas d'inquiétude. Et ce que je voudrais, c'est que les électeurs ne tombent pas dans ce piège. C'est un piège qui leur est tendu depuis des années, le piège du choix entre la droite et la gauche. Il n'y a plus de droite et de gauche. Voilà. Il y a une politique qui est la même, qui est menée, qui a été menée par Sarkozy, qui a été suivie par Hollande, on l'a vu dans tous les domaines. Le pacte de responsabilité, c'est une coproduction. Le traité budgétaire, c'est une coproduction. La politique internationale, c'est une coproduction. L'Union européenne, c'est une coproduction. La politique d'immigration, c'est une coproduction. D'ailleurs, là, c'est arrivé encore, je vais faire la même chose que Nicolas Sarkozy. Bon, donc, ça ne pouvait pas être plus clair. Le projet de Mme Taubira, c'est une coproduction. Mme Dati a fait exactement le même, sauf qu'on aggrave en quelque sorte la peine, parce qu'on adapte le nombre de condamnés au nombre de places de prison.
Normalement, on fait l'inverse. Dans tous les pays qui ont un peu de bon sens, on adapte le nombre de places de prison au nombre de condamnés, mais nous, on fait l'inverse. On voit bien qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Aucune. Bon. Eh bien, donc, c'est pas un vrai choix. Ça n'est pas un vrai choix. Le vrai choix, il est entre l'UMPS et le Front National. Non, si vous ne croyez pas en ce sondage, j'imagine que vous n'allez pas répondre à ma question. Si vous faites un score de 11% au premier tour, vous maintenez au second? On se maintiendra quelle que soit la situation. L'objectif du Front National, c'est d'avoir des élus. Et des élus, voilà, c'est gagner les villes quand nous pouvons les gagner et avoir un maximum d'élus municipaux partout, justement parce que quand on est conseiller municipal d'opposition du Front National, on est conseiller municipal d'opposition. On n'est pas conseiller municipal NPPV. Voilà. Alors, parce que voilà, c'est ça un peu le problème des autres, c'est qu'ils sont conseillers municipaux, c'est l'opposition NPPV. L'opposition, je ne suis pas là. J'ai rien dit, j'ai rien vu. Donc non, nous serons, si nous sommes dans l'opposition, nous serons une véritable opposition. Et croyez-moi que ça a changé bien des choses dans les conseils régionaux, au passage, où là aussi des mauvaises habitudes se prennent, parce que quand on est en collusion, encore une fois, je te donne ça, tu me donnes ça, accepte-moi ma subvention, prête-moi mon projet à tel endroit, je te filerai ma subvention à tel autre. Tout ça, ça n'est pas, je crois, le fonctionnement démocratique tel en tout cas que nous l'espérons et tel que nous l'effectuons lorsque nous sommes dans les différentes instances politiques françaises. La mémoire qu'on a d'une gestion de ville par le Front National, c'est celle de villes du sud de la France. C'est pas une très bonne expérience. C'est-à-dire ça a été beaucoup critiqué. Ah oui, ça a été critiqué. Mais je crois qu'il faut séparer les choses pour essayer d'être objectif, car c'est le but d'être objectif. Sur le plan financier, ça a été une vraie réussite. Une vraie réussite. Car dans toutes les villes du Front National, qui n'ont pas été très longtemps d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de maires sont partis, mais bon, les impôts ont baissé. Et le ratio de dette par habitant a baissé. Alors ça, on n'en parle jamais, mais c'est une réalité. Après, c'est vrai qu'il y a eu soit des dérives personnelles de la part des maires, mais je vous en parle d'autant plus tranquillement que notamment à Toulon, ce sont les conseillers municipaux du Front qui l'ont viré. Donc ça prouve qu'on a été les premiers à s'en rendre compte. Bon. Soit, c'est le cas de Vitrolles, je crois, une vraie erreur politique, c'est-à-dire utiliser la municipalité comme une sorte de laboratoire idéologique. Ça n'est pas du tout le but du Front National dans ces municipales. Donc nous ne voulons pas faire de laboratoire, les habitants ne sont pas des cobayes, nous ne voulons pas faire de vitrine, nous n'avons rien à vendre, nous ne voulons pas faire de laboratoire idéologique, nous voulons montrer ce qu'est le frontisme municipal. Et je pense qu'il y a quand même certains succès dans ce frontisme municipal. Bon, même si je ne veux pas embaucher des gens qui ont quitté le Front National, mais enfin, on voit bien que Orange, ça a plutôt réussi. Il a été réélu, je crois, à 61% au premier tour. Bon, c'est donc que les habitants avaient l'air d'être contents. Chauffaille, ça a plutôt bien marché. Non, je pense qu'on ne peut pas tirer, si vous voulez, de l'expérience de 95. C'est assez malhonnête de tirer de l'expérience de 95 une situation générale, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez, nous avions 20 ans aussi. Voilà, on a 40. Ah, ça a des inconvénients, je ne vous le cache pas. Et ça a aussi quelques avantages. On tire aussi expérience, si vous voulez, des quelques erreurs qui ont pu être commises. Et on essaye de développer en revanche ce qui a bien fonctionné. Oui, monsieur. Vous dites au-delà des 20 ans, vous avez mis un certain nombre de candidats qui ont 20 ans. Et oui. Eux aussi vont faire des erreurs s'ils gagnent. Non, mais je parlais du Front National, on avait 20 ans. Le parti politique avait 20 ans. D'élus de 20 ans qui ont vraiment pas mal d'expérience de la vie. Je trouve ça très bien, moi, figurez-vous. Parce que je pense que c'est un bel investissement pour l'avenir. Je pense que c'est une belle manière aussi de dire aux jeunes qu'ils ont toute leur place dans la vie politique et particulièrement dans la vie politique locale. Et puis, moi, je regarde derrière moi et je vois que Thibrivois aussi, il a commencé conseiller municipal à 21 ans. J'espère qu'il sera maire dans une vingtaine de jours. David Racheline, il a commencé, je crois que lui, il était conseiller municipal à 19 ans. Et lui aussi, et à 26 ans, il peut être maire demain de Fréjus. Voilà.
Donc je pense que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, et que la meilleure formation à la proximité, à l'implantation locale, c'est d'être conseiller municipal pour des jeunes qui peuvent ainsi se frotter très directement aux préoccupations de leurs compatriotes, aux solutions qui doivent être amenées. Et quand on a été conseiller municipal d'opposition, on peut absolument tout être. Parce que c'est beaucoup plus facile, figurez-vous, d'être député que d'être conseiller municipal d'opposition. Donc la stratégie du Front National par rapport à ces jeunes, c'est de leur faire acquérir de l'expérience en essayant de les faire participer aux futurs conseillers. Mais aussi, mais je peux vous dire qu'ils sont très solides, nos jeunes. Moi, je suis vraiment étonné. J'ai fait le tour de France et j'ai trouvé des jeunes de 20 ans, 21 ans, 19 ans qui étaient extrêmement construits sur le plan politique, extrêmement construits. Et moi, je pense qu'ils feront de redoutables conseillers municipaux. Alors, ceux qui pensent qu'ils vont avoir le mandat tranquille parce que les conseillers municipaux qu'ils ont en face d'eux sont jeunes, à mon avis, ils vont déchanter, je pense. Est-ce que le score qui est attribué par le sondage, je reviens dessus, mais non, parce que ça me chiffonne. Oui, moi aussi, je comprends, ça me chiffonne, ça. Tu as une perte de 12 points en l'espace de quelques jours, c'est assez chiffonnant. Sauf que quand on considère l'histoire de Metz et qu'on voit qui est derrière Marie-Jo Zimmermann, à savoir Jean-Louis Masson, qui n'a pas hésité à dire qu'on pouvait parler avec le Front National, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine manière, Marie-Jo Zimmermann a pu attirer à elle des électeurs Front National? Brutalement, dans l'espace de 15 jours. Non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, beaucoup d'électeurs ont compris. Moi, je n'ai rien à titre personnel contre Marie-Jo Zimmermann. Sauf qu'elle fait partie de ceux qui, à l'UMP, disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Voilà. Ils disent la même chose que nous pendant les campagnes, mais quand ils sont en responsabilité, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils ont promis. C'est bon, on a connu ça. Ça va, on en a tâté. Hein, du Sarkozy, de la droite forte, etc., etc. Or, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est la même tactique politique. Voilà. Tenir le discours du Front National, mais en réalité, ne pas du tout avoir à l'esprit l'idée d'appliquer ces promesses-là. Je pense que les électeurs français sont lucides sur cette tactique et qu'ils ne se laisseront justement plus avoir comme ils se sont laissés avoir, par exemple, en 2007. D'ailleurs, on l'a vu en 2012. Hein. Ça n'a pas marché. Voilà, Nicolas Sarkozy a tenté de refaire la même tactique, sauf que cette tactique a été éventée. Et je pense qu'il en est la même chose pour les candidats qui se présentent comme étant toujours proches du Front National pour des raisons de pure tactique politique. Mais il n'y a pas de sincérité derrière ça. Et on le voit dans leurs résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Marie-Jo Zimmermann, justement, parle de vote utile. Elle appelle au vote utile dès le premier tour. C'est ce que vous avez fait aussi tout à l'heure. Vous avez parlé de vote utile en votant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui distingue le vote utile vers vous et vers sa liste à elle? Madame Zimmermann essaye de se positionner pour le premier tour. On ne peut pas lui en vouloir. Surtout échapper à la présence. Je pense que c'est le rôle du tout. Bon, elle espère peut-être que le Front National ne sera pas présent au second tour. Bon, là, je veux dire, je vous dis avec beaucoup d'amitié que Marie-Jo oublie ça. On sera au second tour. Voilà, donc ça c'est une certitude. Voilà. Bon. Mais donc voilà, chacun défend un peu sa campagne, c'est un peu normal, ça ne me fait pas d'autre mesure. Mais encore une fois, Marie-Jo Zimmermann ne peut pas échapper au bilan de l'UMP. Elle ne peut pas échapper au bilan de l'UMP. Car si elle veut échapper au bilan de l'UMP, alors il faut qu'elle quitte l'UMP. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et ses alliés centristes, elle ne peut pas échapper à ce bilan. Et le bilan, on l'a encore une fois testé, on a vu ce que ça a donné. Non seulement l'UMP a été incapable d'apporter le moindre début d'amélioration à la vie des Français, mais de surcroît aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement politique qui est définitivement mort. Voilà. C'est la droite morte. Ils sont passés de la droite forte à la droite morte. Discrédités, abîmés, enferrés dans les batailles d'ego dont ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Et que l'on retrouve d'ailleurs sur le terrain, bien souvent. Hein. Le combat Fillon-Copé, c'est dans beaucoup de municipalités, dans la campagne électorale qu'on le voit et qu'on le ressent.
totalement plombé par une multitude d'affaires qui touchent maintenant tout le monde. Voilà. Sarkozy, Guéant, Pérol, Copé, etc., etc. Je pense qu'il n'y a plus rien à en attendre. Ce mouvement ne peut plus représenter un espoir pour l'avenir. Justement, l'histoire des écoutes, ça a un impact sur la campagne? Si vous voulez, c'est l'ensemble de cette agitation qui a, à mon avis, un impact sur la campagne. D'abord parce que les Français sont écœurés. Voilà. Ils saturent de toutes ces affaires. Et ils saturent aussi du fait qu'on ne parle pas d'eux. Du coup, ils disparaissent. Où sont les habitants des villes qui devraient être la première préoccupation des appareils politiques? Eh bien, ils disparaissent au profit de la bagarre entre Hérault et Sarko, entre Taubira et Copé, entre Valls et je ne sais qui. Et ça, c'est insupportable, parce que c'est une grande marque de mépris à l'égard des Français. Bien. Dernière question, peut-être, vous aviez critiqué le sans Pompidou. Pardon? Le sans Pompidou-Metz, vous avez critiqué le sans Pompidou-Metz, c'est vrai qu'il coûte cher, il y a d'ailleurs des problèmes de financement en ce moment. Si vous étiez élu, Madame Grolet, qu'est-ce que vous feriez De toute façon, c'est un peu tard là. C'est pas trop tard pour être élu. Ce qu'on critique, ce n'est pas la construction, puisque en effet, on l'a maintenant, et d'ailleurs c'est une décision bien antérieure à Dominique Blanc, qui n'a fait que l'inaugurer. On nous avait promis beaucoup de choses, une fréquentation accrue donc, de la ville, beaucoup de touristes, etc. On constate que le nombre de touristes baisse, moins 20 000 rien que pour l'année dernière, après une phase de démarrage qui était évidemment propice. On nous avait promis donc une irrigation de la ville, et il est évident qu'avec le format qui a été choisi, c'est-à-dire des expositions temporaires, beaucoup de personnes qui arrivent entre ces expositions temporaires repartent, on a l'impression de s'être fait avoir. Ils sont venus à Metz, notamment pour voir le Centre Pompidou, ils vont voir la cathédrale qui reste le monument le plus visité, mais ils sont très déçus d'avoir vu une belle coquille, mais une coquille vide. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est bon, d'une part conforter cette exposition semi-permanente qui est en train de se lancer, mais ce sont les responsables qui maintenant disent « Ah ben la formule n'était pas bonne », mais c'est quand même eux qui ont conçu ce format pour le Centre Pompidou-Metz, donc il y a une incohérence totale. Et nous souhaitons, donc ça c'est notre proposition, mettre dans une des 3 galeries, une galerie lorraine qui exposera les artistes lorrains, parce que si nous ne valorisons pas nos talents, je ne sais pas qui le fera. Donc choisir parmi les meilleurs artistes contemporains ceux qui seront exposés et l'ouvrir aux artistes transfrontaliers, puisque nous avons la chance d'être à une frontière, à plusieurs frontières, mais il faut l'utiliser, de façon à ce que les Messins se réapproprient cet instrument qu'il faut bien faire fonctionner en effet, et ils viennent parce que pour le moment c'est quelque chose qui pour beaucoup de Messins est assez étranger. Et puis faire aussi un dernier point, faire pression sur le Centre Pompidou Paris, qui a complètement lâché notre institution, de façon à ce qu'ils envoient à Metz des œuvres qui parlent au public, pas des empilements de chaises et de frigos, mais des œuvres prestigieuses qu'ils ont en grande quantité dans leur grenier. On va peut-être clore la conférence de presse. Merci beaucoup.